Avance. 15 sur 18, deuxième. Et action. Le 6 janvier 2012, après une pré-production de 5 mois, Raoul Datola, jeune réalisateur alors âgé de 20 ans, se lance dans la production d'une mini-série indépendante de 6 épisodes de 52 minutes, et ce pour un budget de moins de 20 000 euros. Paria. L'histoire se situe dans la ville d'Ilina, où plusieurs individus vont se trouver comme point commun d'avoir été victimes des méfaits de l'organisation criminelle des Estevèques, qui est une pègre qui a la main mise dans toute la ville. Et ces mêmes individus vont devoir bientôt faire un choix, se résigner ou faire face à leurs oppresseurs. La création d'une ville fictive a pour but d'énoncer qu'une vision impartiale du monde occidental et d'éviter toutes les contraintes tribales ou politiques dans la narration. Ilina a réglé tous ces problèmes. C'est l'archétype de la métropole qui est sous-jacente au nombre croissant de criminels et à l'exil de leurs victimes. Pour ça, Lorient, qui est une ville qui a été bombardée et reconstruite après-guerre, offrait des lieux qui pouvaient être à la fois sujets au monde conventionnel, avec son centre reconstruit, mais aussi au monde de la criminalité, avec son port et ses lieux délabrés. J'aime bien voir des bons polars, des bons films noirs. Bon là, on est plus dans le thriller, mais à la base, l'histoire me branchait bien. Quand t'es comédien, qu'on te dit que tu vas jouer un Mac dans l'univers de la criminalité, c'est génial un rôle comme ça. Bon, j'ai découvert petit à petit, je dirais, les nuances, notamment au niveau des dialogues. Je crois que c'est Raoul qui parle d'un côté surréaliste qu'il aimait bien mettre dans les dialogues, avec des gens qui parlent d'une façon qui n'est pas celle dont on attend du mafieux moyen. On peut penser que c'est un peu classique, voilà, une histoire de mafia, film de gangster. Mais l'intérêt, là, c'est que Raoul a privilégié tout le cheminement psychologique des personnages, avec un côté philosophique qui est très, très fort chez Raoul. Le thème principal de cette saison est l'émancipation par l'insoumission. Donc, pour tenter de l'approfondir, j'ai d'abord relevé plusieurs questions comme quelles sont les raisons susceptibles de nous pousser à devenir renégats ou marginal, à nous révolter pour soi ou pour un autre, ou même à inciter autrui à prendre part à notre révolte. Mais surtout, quelles peuvent être les répercussions, qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd. Et mettre en scène ces réflexions dans un environnement où règne le crime était un moyen de montrer quelles pouvaient être les répercussions dans un contexte extrême. En s'entourant d'une équipe d'artistes bénévoles engagés, le réalisateur met tout en œuvre pour mener à bien ce projet faramineux qui s'étendra sous 4 années de production. De par l'âge auquel il a commencé à écrire cette série, tout ce qu'il a fait derrière, le boulot monstrueux, enfin, il y a quelque chose d'assez génial dans cette capacité à être autodidacte dans autant de secteurs, que ce soit la musique, le montage, la réalisation, le jeu, l'écriture, plein de choses où il est assez impressionnant. Je me demande comment il fait pour tenir physiquement. Je veux faire mon film comme ça et pas comme ça. Et ça, c'est chouette, hein. C'est essayer de garder une entièreté, une intégrité jusqu'au bout. Mais il lui est arrivé de ces trucs pendant les tournages, des anecdotes à n'en plus finir. Je sais pas comment il faisait pour garder ce calme olympien, ce flegme. Très impressionnant. C'est impressionnant, vu l'âge qu'il a. On se dit, l'âge qu'il a, il peut pas avoir autant d'expérience que ça. J'ai eu la chance d'avoir une super équipe technique, 2 assistants réalisateurs qui m'ont épaulé dans tout ce qui était organisation et planning, dont Jérémy Ledet et Morgane Kergeris, qui était un peu la maman des tournages, des acteurs talentueux et très impliqués dans leur rôle. Et sans eux, j'aurais pas pu faire grand-chose. On amène autre chose. Et pour moi, c'est important. Voilà, on fait pas comme tout le monde. Octobre 2011, Lorient. L'équipe de tournage se forme après un appel à la candidature dans la presse et les lieux publics. Chacun est bénévole et se lance dans cette aventure par amour du cinéma et de l'univers. Du côté du casting, l'audition a lieu dans le théâtre Le City. J'étais très stressée, mais bon, fallait pas le montrer, puisque j'étais déjà dans mon rôle d'avocate. Je suis arrivée, j'étais hyper froide, incisive, distante avec les gens. Raoul s'est mis en face de moi pour me donner la réplique et j'ai joué la petite scène qu'il m'avait demandé d'apprendre. Juste après, on m'a posé des questions. Et là, je suis sortie de mon rôle. Donc ils ont vu que c'était une composition. D'autres candidats envoient leurs prestations directement en ligne. C'est le cas de Gwendal Audrin, qui est choisi pour le rôle du proxénète peu scrupuleux, Clyde Tercier.
Ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'il était au départ et ce que la paranoïa chez lui a provoqué. Comment est-ce que ça l'a travesti, entre guillemets. Ça lui a fait faire des choses qu'à la base, il n'aurait pas fait. Donc c'est tout ça, c'est son conflit intérieur qui peut avoir un côté un peu fascinant. Les premières séquences en boîte sont centrées sur l'expert psychiatre Hunter Telson, interprété par Jean-Marie Leclerc, un acteur plus connu auparavant dans le monde du théâtre. Je pense que l'intensité est beaucoup plus forte qu'au théâtre, où là on est sur scène, il y a un public, on est dans un espace ouvert. Là tout d'un coup on se retrouve vraiment à jouer avec notre partenaire. Il y a une intimité, il y a une tension qui à mon avis est beaucoup plus forte que sur scène. Une semaine avant les premières séquences centrées sur un autre personnage, l'interprète de celui-ci quitte le projet en laissant la production dans une impasse. C'est finalement Raoul Datola qui se glisse dans la peau du renégat Franck Merville la semaine d'après. Je pense que ça m'a permis d'avoir une vision encore plus interne à l'univers mais aussi d'être plus conciliant avec les autres acteurs. Le fait d'avoir été irresponsable pendant des années a fait de Franck un criminel de bas étage. Et quand vient le jour où il prend enfin une bonne décision dans sa vie, il se fait traquer par ceux pour qui il travaillait. Comme si le karma lui courait après en lui disant « c'est bien, mais c'est pas suffisant ». L'acteur qui incarnera l'antagoniste principal de cette première saison est choisi quelques semaines après les premiers tournages. C'est un peu celui qui est opposé à tout le monde, je dirais, là-dedans. Quels que soient les autres personnages, ils ont tous eu affaire à lui en mal d'une façon ou d'une autre. Et il est au centre des antipathies, je dirais, collectives. Non sans raison, à mon avis. Alain m'a à la fois fasciné et terrifié. Il a vraiment participé au manichéisme assumé du personnage avec un long manteau noir en cuir qui n'est pas gentil pour un copec. Et non, il était vraiment très bon là-dedans. Malgré l'organisation hardie des tournages qui doivent avoir lieu essentiellement les week-ends, tout semble se dérouler pour le mieux. Mais un mois plus tard, le départ de l'actrice qui incarnait jusque-là le rôle de Claire Telson retarde le tournage de manière conséquente. Des auditions individuelles sont relancées pour trouver sa remplaçante. C'est finalement la comédienne Anaïs Cloarec qui finit par être choisie. Une fois les essayages finalisés, l'équipe doit retourner toutes les séquences déjà en boîte avec leur nouvelle actrice. Et entre un comédien qui s'est rasé la tête par inadvertance, une météo peu favorable et le départ soudain de l'ingénieur du son, la production prend un retard considérable. Malheureusement, tous ces contretemps ne sont qu'un début. Monsieur, vous avez oublié quelque chose? Ah, il y a les flics qui arrivent là. Ah, ça craint, il croit que c'est une vraie arme. Ouais. Allô? C'est un tournage, c'est un tournage! C'est un tournage, c'est C'est un faux. tournage! Donc là, on a failli perdre un acteur tout à l'heure suite à une descente policière. Je vous garantis pas qu'il n'y aura pas de suite, j'en sais rien. C'est pas moi qui vais décider. Non, nous on le rend compte, voilà, je peux pas vous dire si vous allez normaliser ou pas. Pour moi. Ah bah, s'il y a des suites, je sais pas qu'est-ce qu'il y aura ou qu'il y aura pas. Là, nous on le rend compte, après, qu'est-ce que vont décider les autorités là-dessus, j'en sais rien. Bon, la réalité, c'est que Raoul avait prévu des autorisations de tournage uniquement en intérieur. On avait une épicerie un dimanche dans laquelle on avait le droit de tourner. Et il voulait me filmer, vu de l'intérieur, mais dans la rue. Et donc, il n'avait pas imaginé qu'il y ait besoin d'une autorisation de tournage pour ça, vu que la caméra était à l'intérieur. Quand les policiers me disaient « mais vous vous rendez compte, on aurait pu vous tirer dessus », et puis moi, je leur répondais en disant que, vu la façon dont ça s'est passé, vu que je n'étais pas menaçant, que j'ai lâché l'arme dès qu'on me l'a dit, je n'imaginais pas qu'ils auraient tiré, que je pensais que la police française était professionnelle, quoi. D'ailleurs, pour une fois, je me suis dit, dans cette série, il y a des moyens, quoi, parce que quand j'ai vu les policiers, je veux dire, ça faisait réel. Donc c'est pour ça, là-dessus encore, on parlait de Raoul tout à l'heure, mais on l'a su avec lui. Donc je me rappelle d'un acteur qui, le soir de la projection au Cinéville, a dit qu'il était acteur de théâtre et grâce à Raoul, il avait découvert le cinéma. Donc moi, c'est le cas. Mais moi, en plus, Raoul m'a fait découvrir le tribunal, quand même. Donc c'est encore, au niveau de la richesse de l'expérience, c'est quand même un plus. Les souvenirs marrants, c'est quand entre deux scènes, on essaye d'être concentré, parce que c'est une scène un petit peu d'émotion.
et que les techniciens sont en train de faire des blagues. Ça peut être énervant, mais en même temps, c'est con. Ils sont drôles. Ils sont vraiment drôles. Sur le moment, tu dis putain, mais les cons, mais les cons. Et puis après, c'est plutôt des bons moments parce que franchement, ils sont marrants en plus. Ah, il y a un sacré son qui vient là. Ah bah c'est ça, ouais. Bon, je vais tout vite raccrocher, faut que j'y retourne. En plus, je suis en plein déchargement. Là. Double personnalité. Heureusement parfois qu'ils étaient là pour nous détendre parce que ça nous permettait de sortir un peu du personnage et de la situation, puisque comme on est comme sur du dramatique. C'est juste là, quand dans ma tête, je me dis Anaïs, c'est pourri. Un café. Ouais, quand tu cherches à répéter, un geste. Ça nous permettait de rire. Morgane était là pour un petit peu rassembler tout ce monde et puis faire que tout tourne et tout avance. Oh, ça ne vous regarde en aucun cas. On est bon, quand même. Ok, on va pouvoir se mettre en place. Elle sentait que j'avais besoin de me concentrer, elle était à notre écoute et c'est elle qui allait voir les autres en leur disant faites un petit peu moins de bruit maintenant. Et je pense que c'était pas forcément un rôle facile à assumer. Et elle était un vrai soutien pour Raoul, pour les comédiens, pour tout le monde. La réalisation de Distancio met tout le monde à l'épreuve dès les premiers tournages. Bien qu'il s'agisse de l'épisode le plus court de la saison, les séquences se voient être plus ambitieuses que ses prédécesseurs, notamment par l'action plus présente dans cet opus. De quel crime seriez-vous accusé? Il n'y a rien à déclarer. Pour l'instant. Quand Hunter Telson il est avec Isabelle Convy, il voudrait qu'elle devienne son avocate et elle lui fait pas confiance, elle l'aime pas plus que ça. Et elle se méfie un peu de ses intentions. Ils se toisent, il y a un rapport de force, chacun essaye d'avoir une emprise sur l'autre, de pas trop en dévoiler. Et j'aime bien, là, il y a un petit jeu de chat et de souris qui est drôle. On se chamaille, on se cherche un petit peu tous les deux dans ce titi, donc forcément, je la trouve drôle, Isabelle Convy, parce qu'elle envoie chier les gens avec une telle classe. Monsieur Telson, j'imagine que vous avez reçu mon message. Votre Message. En plus d'être insensible, vous êtes sourd. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument que je vous représente? Parce que j'ai suffisamment été contre vous pour savoir que vous êtes un adversaire de taille. J'ai tout fait pour que tout tourne rond dans cette putain de maison close et c'est comme ça que tu me remercies? Frédéric, qui joue mon bras droit, Tom, alors il a très peu d'expérience aussi, mais par contre naturellement il a une vraie écoute et c'est vraiment très très agréable quand tu parles d'avoir un comédien en face de toi qui n'est pas là, en train de se voir, en train de trop réfléchir, il est juste là, il t'écoute et du coup le feeling se passe bien. Le retard des 2 premiers épisodes contraint l'équipe à tourner en forêt en plein hiver. J'étais là pour aider l'équipe de tournage puisque Raoul était devant la caméra et moi derrière, donc du coup j'étais présente et j'étais très anxieuse parce que Alain plantait le couteau dans la cuisse de Raoul. Le voir en direct, même avec toute la préparation, on était à je sais pas combien de kilomètres de toute civilisation, s'il y avait un accident, c'était la peur du loupé. J'étais le plus souvent recouvert d'hémoglobine, attaché à un arbre, des fois sous la pluie. Donc oui, pour ma part, je pense que c'était l'expérience la plus endurante des tournages, en tant qu'acteur. Certaines scènes de forêt inachevées par faute de temps et de météo sont retournées en intégralité au printemps 2013. À l'exception des tournages de plans d'insert, la production du 3e épisode se finalise par son prologue, la fusillade de la station-service de Cartagena, et cette fois-ci sans aucun laxisme. Bien que l'équipe ait poursuivi la saison durant les mois qui ont suivi, l'absence d'un nombre considérable de comédiens courant juillet-août laisse les tournages en stand-by. Raoul Datola, toujours chargé de l'intégralité de la post-production, en profite pour poursuivre le design, le montage et la composition musicale de la série. Au départ, en post-production, je devais m'occuper de tout sauf du son. Mais le destin en a voulu autrement, puisque sur 3 ingénieurs du son qui se sont succédés, les 3 ont quitté le projet avant que la post-production commence. Il y a plusieurs passages où le son est très sollicité et requiert une certaine créativité, mais de manière générale, il s'agissait plutôt d'un travail à la chaîne qui consistait à découper le début et la fin de chaque phrase afin d'atténuer le bruit et d'égaliser les sons. Les effets visuels étaient une autre paire de manches. La 3D fonctionnait pas avec le style graphique de la série, alors j'ai eu recours au compositing. Ce sont des superpositions de plans
qui offre un rendu plus réaliste. Du côté de la photographie, il m'a fallu créer différentes formules d'étalonnage pour obtenir cette ambiance sombre et dénaturée, mais aussi faire ressortir les couleurs qui avaient une importance symbolique. Pour la bande originale, j'ai opté pour un style qui mélange l'instrumental au genre progressif. Elle devait accompagner le ton sombre de la série. Il fallait privilégier l'underscoring, qui est un procédé qui lie ce qui se passe à l'image et qui l'accentue à travers la bande son. Décembre 2013. Le tournage d'Exicium débute en regroupant les 2 derniers épisodes. J'ai souvent pensé qu'on allait s'arrêter à l'épisode 3, faire appel à une production et reprendre si ça marchait. Mais tout le monde avait l'air de tenir bon et l'épisode 4 était déjà dans la boîte. Ce dernier acte de 2 heures, divisé en 2 parties pour un scénario de 90 pages, conclura toutes les intrigues principales de cette saison. La complexité du scénario ainsi que les séquences d'action et d'émotion prévues sont un nouveau défi pour toute l'équipe. L'apparition de nouveaux personnages oblige la production à relancer les auditions dont certains acteurs retiendront une attention toute particulière, tels que Féodor Atkin, connu pour avoir entre autres tourné avec Pedro Almodovar, Woody Allen ou encore Oliver Stone. Et entre un hôpital, une base militaire, un nouveau commissariat ou une maison de dressage, trouver les décors n'est pas non plus une mince affaire, sachant que certains d'entre eux comprendront bon nombre de figurants. Quand j'écrivais l'épisode 5, j'étais sur des séquences et je me disais on va jamais réussir à tourner ça. Et au final, mis à part une caméra qui est passée sous un camion, c'était dans la boîte. Ayant un rôle capital dans l'épisode 5, Martin Feldman, qui interprète le rôle de Bob Hoffman, se voit aussi s'improviser cascadeur pour sa première séquence dans cet opus. Il fallut 3 années de tournage pour que les 6 épisodes soient dans la boîte, et s'ensuivit 1 an et demi de post-production pour Raoul Datola. Je pense que je remercierai jamais assez les personnes qui se sont démenées pour que ce projet voie le jour. Parce que, en plus de l'aboutissement d'un projet de fiction, ça a été une aventure humaine où, malgré tous les problèmes, toutes ces personnes sont restées jusqu'au bout pendant 3 années consécutives, bénévolement et sans savoir si ça marcherait. Quand on s'investit autant dans un projet artistique, on n'a plus le recul nécessaire. C'est un peu comme vivre au quotidien avec une personne. On se rend compte qu'elle est imparfaite, mais que c'est aussi ses imperfections qui la rendent unique.